j'ai l'immense honneur de vous emmener avec moi à la rencontre de Juline Anquetin-Roth. Professeure autodidacte et passionnée de pédagogie active, Juline a un souhait, la fin de la souffrance à l'école et la réussite des élèves. À partir des méthodes de Montessori et Freinet, et en s'inspirant des travaux de Céline Alvarez, elle a créé la classe autonome. Elle prouve ainsi chaque jour qu'en respectant les besoins fondamentaux du cerveau et du corps, en impliquant les élèves au cœur de leurs apprentissages et en modifiant la posture de l'enseignant, toutes les conditions sont réunies pour la réussite des ados. Avec la classe autonome, Juline fait gagner 10 ans de sa vie professionnelle à quiconque a fait de la transmission sa vie. En 2021, son travail a été récompensé par le Global Teacher Prize, l'équivalent du prix Nobel de l'éducation. Bonjour Juline. Bonjour. Merci de me recevoir à Rouen dans ton agence. Je t'en prie. C'est un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques années que j'ai appris ton existence, entre guillemets, et ton travail et tout ton apport en fait pour les jeunes, pour faciliter leur apprentissage, mais aussi pour faciliter le métier de l'enseignant. Parce oui, que aussi. Là, on est quasiment à la rentrée et on parle beaucoup de ce qu'on peut faire pour les élèves. Et dans la discussion qu'on a aussi en off, c'est qu'est-ce qu'on fait pour soi en tant qu'enseignant, quoi. Donc vraiment, merci de me recevoir parce que tu fais tout ça en fait à la fois. J'essaye. Je t'ai demandé d'amener un petit objet qui symbolise pour toi la transmission. Bon, on est dans un lieu qui, normalement, tu n'as que l'embarras du choix, Ouais, mais je crois que... ce lieu, c'est la transmission déjà, puisque c'est mon agence de soutien scolaire. Donc, ça fait 15 ans que j'essaye de transmettre, outre des outils pédagogiques et de la connaissance, déjà des savoir-être de confiance en soi et d'estime de soi et de persévérance et de résilience, etc. Mais comme tu m'as demandé de choisir un seul objet, Ouais. je me suis dit, j'ai vraiment réfléchi ce que ça pouvait être pour moi et j'ai trouvé ce livre. En fait, donc l'éducation n'est pas une science exacte de Juliette Perchet. Le livre, déjà pour moi, c'est la transmission par excellence. C'est la transmission d'une sagesse, d'une connaissance, et c'est tangible, ça reste, c'est assez puissant, je trouve, comme arme. Et pourquoi celui-là ? Parce que moi, c'est celui-là qui m'a donné vraiment envie de tout changer. Juliette Perchet, elle a fait le tour du monde. Elle est partie avec une idée bien précise de ce qu'était l'éducation pour elle, puisqu'elle est prof de lettres dans un quartier sensible, dans un collège en REP. Et elle prend une année sabbatique et elle part comme ça, et elle va visiter plein d'écoles dans le monde entier. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle n'est pas allée juste vers ce qui l'attirait elle. Elle est aussi allée dans des écoles très strictes, très militaires, et elle y a trouvé plein de choses. Ça l'a fait changer d'avis sur beaucoup de choses. Et c'est une mine d'or, ce livre. Je l'ai offert à beaucoup de mes collègues. C'est vraiment cette transmission. La couverture est très jolie en plus. Ouais, l'éducation n'est pas une science exacte. Et en fait, du coup, je la paraphrase énormément, Juliette Perchet, parce que je la cite beaucoup. Et pour moi, c'est une phrase qui est sublime, quoi. C'est de dire, mais finalement, il n'y a pas une voie, il y en a plein. Il y a plein de méthodes pédagogiques qui sont efficaces. Selon les pays, il y a des choses qui sont efficaces et pas. C'est ce qu'elle dit. Elle dit il y a des choses qu'on voit dans des pays qu'on ne pourrait pas complètement calquer chez nous, mais on peut s'en inspirer. C'est plein d'espoir, c'est plein d'optimistes. On voyage. Enfin, moi, cette personne, quand je lui ai écrit, après avoir fini le livre, je lui ai dit merci, vous m'avez fait gagner 10 ans dans ma carrière professionnelle, parce que moi, je rêve de faire ça, du tourisme pédagogique, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et elle a tout condensé dans ce livre. Il y a vraiment l'Inde, les États-Unis, l'Australie. Tu as voyagé par procuration. Ouais, non, franchement, c'est un livre assez incroyable. Donc ouais, la transmission, elle est là, parce que déjà, ça parle de transmission. Et en plus, ouais, moi, elle m'a fait gagner vraiment, je pense, 10 ans, quoi. Tu l'as lu à quel moment de ta vie ? L'éducation n'est pas une science exacte. J'ai dû le lire il y a 5-6 ans, ça. Ouais, avant de créer la classe autonome, déjà. Donc il y avait quelque chose qui était déjà en train d'émerger pour toi. Il date de 2019. D'accord. Donc c'est ça, ouais, 2019, ouais. Quand c'était en train d'émerger en moi, et il y a j'ai écrit plein de choses dedans, j'ai pris plein de notes, il y a des choses que j'ai adaptées, que j'ai mis dans mes classes, que j'ai utilisées. Non,
Qu'est-ce que tu as retiré en substance qui te sert dans ta manière de transmettre aujourd'hui ou dans tes outils concrètement? Déjà, l'humilité, de dire l'éducation n'est pas une science exacte, donc de dire moi je travaille sur cette méthode, mais il y en a plein d'autres qui sont efficaces. Et puis ce que j'ai utilisé beaucoup, c'est moi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est tout ce qui est en rapport avec l'autorité, la justice, la discipline. Elle montre ce qui existe dans plein de pays. Et donc, moi, j'ai opté pour l'approche scandinave. Ok. Et donc, tu peux nous en dire 2-3 mots? Ouais, en fait, c'est très simple. C'est en fait un élève, au lieu de moi le punir, j'ai une discussion en tête-à-tête avec lui pour qu'on reconnaisse ensemble et que surtout lui, il me dise « Ouais, j'ai déconné ». Et ensuite, ma phrase, c'est de lui dire « Qu'est-ce que tu peux proposer pour réparer ?» Et c'est lui qui trouve lui-même sa réparation. Et c'est tellement plus fort comme ça. Donc, c'est vraiment orienté ressources et solutions. Non, mais vraiment, et c'est lui qui trouve tout seul sa réparation. Et souvent, ils sont hyper sévères envers eux-mêmes. Donc, ça m'est arrivé une fois en cours. Et les élèves, ils m'ont dit, bon, on va nettoyer toute la salle de classe, on va laver tout le tableau, on va vous remettre bien les tables, les chaises et tout. Ils n'avaient pas fait une grosse bêtise, mais voilà, c'est eux qui créent la réparation. On a enlevé le mot punition. Je trouve que le mot réparation, il est plus intéressant. Et c'est tellement plus fort. C'est tellement plus fort d'avoir d'abord la discussion, de dire, bah ouais, là, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas aussi? D'aller chercher. Plutôt que d'avoir une espèce de couperet qui tombe exclu. Heure de colle, on le voit bien que ça ne sert à rien. C'est pas très utile. C'est pas très efficace en tout cas. Donc d'avoir ça, moi j'ai trouvé que c'était super et je le fais tout le temps maintenant. Je le fais tout le temps, même avec les jeunes que j'emmène en week-end de révision, quand on vit tous ensemble dans une maison de campagne pendant 4 jours. S'il y a un truc qui ne va pas, discussion, qu'est-ce que tu proposes pour réparer? Et la dernière fois, ils m'ont nettoyé toute la maison. Voilà. Donc c'est petite astuce très utile. Non, mais vraiment, c'était ça. Ils avaient proposé un premier truc. J'ai dit, bah non, c'est pas à la hauteur de votre faute. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Et c'est eux tout seuls. Et donc, quand ils le font, il y a une espèce de truc, c'est que je me suis engagée, en fait. C'est moi qui ai proposé de nettoyer le four. Donc, je le fais, quoi. Oui, donc c'est ta manière, en fait, c'est une manière d'impliquer. Et en fait, on rejoint de toute façon ce que tu fais. C'est rendre autonome aussi l'élève dans sa... Et on verra aussi un peu après l'enseignant, en fait, aussi, dans sa manière de prendre sa place dans l'espace d'apprentissage, en fait, quoi, et de vie collective. Et puis, c'est vraiment de l'éducation. Parce que mettre une heure de colle ou exclure un enfant d'un établissement, c'est un échec pour moi. C'est pas de l'éducation. Oui, c'est un aveu d'échec. C'est de juste dire, allez, t'es puni, t'es exclu. À quel moment ça éduque quelqu'un? Enfin, non. Donc, vraiment, moi, je me bats pour ça. C'est pas évident parce que on est encore beaucoup en France dans ce truc-là de la punition. Moi, je le vois dans mon établissement où on a passé dans la pré-rentrée presque 45 minutes à parler que de discipline. Et moi, je bouillais intérieurement en me disant, mais en fait, si on mettait des petits outils en place, on n'aurait pas besoin de faire toute cette discipline. Ça se régulerait un peu mieux. Moi, j'essaye déjà de le faire moi pour l'expérimenter, pour pouvoir ensuite en parler réellement, pour avoir vraiment des exemples et du concret, un retour d'expérience. Quand on change de posture, quand on change le rapport de force, moi au final, j'ai presque pas besoin de faire de discipline. En fait, ton cadre, il est incarné, quoi, finalement. Est-ce que tu as une manière de poser le cadre? Parce que j'imagine, comme tu fais, quand tu répares, quand tu proposes un espace de réparation pour les élèves, ça veut dire que tu as un cadre qui est posé. Oui, et puis on explique ça très clairement au départ. Ils savent ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Moi, je propose aussi du matériel pour se recentrer ou pour décharger. Quand on sent qu'il y a trop d'énergie, quand on sent qu'il y a de la colère, quand on sent qu'il y a du stress, qu'il y a de l'anxiété, plutôt que de laisser le truc monter, que ça parte au clash avec le prof et qu'on finisse justement par une exclusion de cours. Moi, ils ont un petit matériel dans la classe différent. En fait, ça peut être un coloriage, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être un Rubik's Cube, ça peut être des petites balles anti-stress à balancer sur les murs quand on est un peu trop sanguin. Et voilà, ils font ça 5 minutes, ça redescend, ils reviennent et c'est bon, quoi. Et tout ça, si on met ça dans toutes les classes, dans toutes les écoles, on aurait beaucoup moins de problèmes de discipline, beaucoup moins de conseils de discipline, beaucoup moins d'exclusion des établissements. Mais oui. Et moi, les élèves, quand je leur explique ça en début d'année à la rentrée des classes, ils me regardent, ça s'allume dans leurs yeux, ils se disent, mais en fait, c'est génial. Et moi, je leur dis, on est des humains, donc oui, des fois, on est en colère. Oui, parfois, on a envie des situations qui font qu'on a envie de crier. Merci. Qu'on a envie de lancer des trucs contre les murs, qu'on a envie de taper dans un punching ball. Et j'ai appris ça, je suis allée me former cette année.
Et j'ai appris ça à l'école Living School à Paris. Et eux, ils ont des punching balls dans les classes, quoi. Et ok, et c'est pour ça que, voilà, quand je disais l'humilité, c'est vraiment ça dans ce livre, et c'est vraiment ça que j'essaye de garder, c'est de me dire, j'ai encore tellement à apprendre, de continuer de me former quand il y a des choses qui m'intéressent. Là, j'aimerais beaucoup me former à la communication non violente. Et donc, voilà, d'aller chaque année faire au moins 1 ou 2 formations pour continuer à apprendre plein de choses qu'on peut mettre en place. Et parfois, c'est une révélation, Ouais, quoi. révélation. Il y a des trucs... C'est ça que j'aime bien aussi dans ton parcours, c'est que, alors déjà, dans ce que tu viens de dire, le fait de rendre l'élève acteur en fait, de son apprentissage, parce que pour moi, en fait, là, tu lui demandes très clairement de sortir de son rôle de spectateur, de je viens boire des paroles et j'attends que ça se passe. Là, tu lui demandes vraiment de prendre sa place, en fait. Et puis, l'autre chose qui me touche beaucoup, c'est que tu t'es autorisé à expérimenter, en fait, à explorer. Et en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que tu mets en place aujourd'hui, c'est aussi le fruit jamais terminé, en fait, le processus de ton propre apprentissage, de ta propre exploration. Moi, je t'ai découvert il y a quelques années par une vidéo YouTube dans laquelle tu faisais part, alors j'ai plus l'intitulé, mais tu faisais part de quelque chose que tu étais en train d'essayer, d'un outil que tu étais en train d'essayer dans ta classe, et tu disais très clairement, ça a fonctionné, ça je ferai peut-être différemment la prochaine fois, et je trouvais ça hyper intéressant en fait que tu partages ça et que tu oses aller à cet endroit. Oui, mais c'est descendre du piédestal. Hein. Ouais, c'est descendre du piédestal. Et les élèves adorent ça. Ils adorent qu'on descende du piédestal. Enfin, moi, quand je leur dis, vous avez le droit de me dire si vous trouvez que je ne suis pas neutre, vous avez le droit de me dire si vous trouvez que je ne suis pas bienveillante, vous avez le droit de me dire si j'ai fait une erreur, si j'ai écrit une bêtise au tableau, je suis un être humain. Et ça s'allume, encore une fois, dans leurs yeux, ça s'allume. Ils se disent, ah, waouh, super. Et au final... de penser qu'ils nous respectent plus parce qu'on est sur le piédestal, je ne suis pas sûre que ce soit la réalité. Parce que moi, encore une fois, je n'ai pas de problème de discipline, mes élèves me respectent. Ici, à l'agence de soutien scolaire, mes élèves me tutoient et il n'y a jamais eu de problème. Au contraire, ils ont un grand respect parce que je fais ce que je dis ce que je fais. Dans la posture, on en revient à la cohérence. Cohérence pédagogique, cohérence dans la posture. Je dis, mais je fais aussi. Et c'est une phrase que j'ai mise dans le livre, que j'ai beaucoup aimé. C'est Zola qui dit « On n'enseigne pas parce qu'on dit. On enseigne parce qu'on est et parce qu'on fait. » Donc, on a beau avoir tous les beaux discours, si on n'est pas raccord... Si tu n'incarnes pas, en fait. Il faut incarner, il faut être modélisant. Donc, en fait, moi, quand je leur dis « On est une équipe et on est co-responsables tous ensemble, le jour où je vous dis « Les copies, elles seront prêtes pour lundi », elles seront prêtes pour lundi. Mais vous, par contre, c'est pareil. Si vous me dites, oui, je vous ramène mon exposé, c'est pas, t'arrives le matin, tu fais pas l'exposé. C'est pas réglo pour tes camarades, on est tous... on est une équipe, quoi. Oui. Donc, c'est tout ça, c'est incarner ça, et c'est arriver déjà en classe le matin avec la joie de faire ce métier, et l'envie d'être avec les jeunes, et l'envie de leur apporter quelque chose. Si on n'a pas cette envie-là, qu'est-ce qu'on leur transmet, quoi ? Qu'est-ce qu'on on transmet déjà une image de quelqu'un qui est pas bien, qui se sent pas bien. Mais c'est ok, on a le droit de pas être bien et d'avoir à un moment donné des questionnements dans son métier. Mais il faut aller au bout du questionnement et se demander, ok, qu'est-ce que je peux changer ? Est-ce que je change carrément de métier, de carrière, etc. Est-ce que je peux aller vers d'autres pédagogies, d'autres idées ? Et dans l'idée de j'ai expérimenté, j'ai pu aller au bout du truc, là, pour le coup, le mérite en revient vraiment à ma direction. C'est parce qu'eux, ils m'ont laissé faire. Ils t'ont laissé expérimenter, quoi. Mais oui, mais j'ai senti que j'avais cette liberté d'essayer. Et quand je suis allée proposer le projet de la classe autonome, franchement, je n'étais pas sûre du tout de ce que je faisais. Hein. Je me suis dit, ils vont me rironner. Ils vont me dire, non mais c'est bon là. Parce que ce n'était pas la première idée que je proposais. Il faut le remettre dans le contexte aussi. J'ai des idées tous les jours, plusieurs fois par jour. Et je vois bien ma directrice d'établissement, quand elle me voit arriver du bout du couloir, d'un pas déterminé, je vois dans ses yeux, elle se dit, ah, elle a encore une idée. Non. En fait, tu es une insaciable de curiosité et d'exploration. Oui, je ne sais pas rester en place. Ouais. Je ne peux pas rester en place, je ne peux pas rester à faire la même chose pendant plusieurs années. C'est pour ça que je fais plusieurs métiers. C'est pour ça que parfois j'arrête tout pour faire autre chose. J'ai besoin de ça. Et là, ma direction, c'est vraiment... quand ils m'ont dit tout de suite, bah oui, essaye. Je dis, ah, ok, on essaye. Ouais. Et voilà, il y a plein de choses que je peux essayer grâce à ça. Et je le dis vraiment au chef d'établissement, il faut suivre les profs passionnés. Alors, moi, parfois, ils me disent non. Hein.
Parfois, j'avais un nouveau projet, ils m'ont dit compliqué, non, on va pas le faire. Ok, on fait pas, c'est pas grave. Mais au moins d'essayer de proposer et de savoir que on peut être soutenu et que quelqu'un nous fait confiance dans ce qu'on essaye. Et je vois plein d'enseignants qui sont passionnés, qui sont des enseignants extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à se révéler parce qu'ils ne sont pas dans un environnement qui porte ça, en porte fait. ça. Ouais. Et le carcan éducation nationale, parfois, c'est compliqué pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est vraiment les chefs d'établissement qui sont qui font tampon, quoi. C'est eux qui vont dire oui, allez, fais quand même, ou non. Parce que moi, au-dessus, je ne suis pas sûre qu'ils auraient laissé passer. Et c'est vraiment ma chef d'établissement et ma directrice pédagogique qu'on fait tampon et qui, en fait, on dit non, mais on répond d'elle, en fait. On répond de ce qu'elle fait. Ne vous inquiétez pas, nous, on sait ce qu'elle fait. Laissez faire. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que Oui. ce dont on parle là, c'est la manière dont nous, en tant qu'enseignants, parce que j'ai été enseignante pendant 10 ans, donc tout ce que tu me dis me parle énormément. C'est la manière dont on se place nous-mêmes au cœur de notre enseignement et qu'on propose et qu'on emmène l'élève. Donc ça vient toucher notre savoir-être, au-delà du savoir-faire, au-delà du contenu qu'on transmet, c'est comment est-ce qu'on prend plaisir vraiment à transmettre et comment on nourrit notre plaisir de transmettre. Bien sûr. Et ça, moi, c'est les chevaux qui m'ont amené là, qui m'ont dit, et toi, tu nous demandes d'être calme, concentré, à l'écoute, dynamique, respectueux. Mais en fait, et toi, en fait, tu fais quoi pour ça? Et donc, c'est pour ça que ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que c'est différent, mais finalement, ça se recoupe quand même pas mal en termes de comment tu incarnes ce que tu transmets, tout simplement. Parce que tu peux dire ce que tu veux en termes de contenu. Si la personne qui porte le contenu n'est pas là. Bien sûr. Et dans la classe autonome, la posture, elle est très, très importante. Ouais. Et c'est pour ça que je dis aux gens, attention aux dérives de la classe autonome. Je vois on a un groupe de partage sur Facebook, on est presque 6000 profs là-dessus. Enfin, personne, il n'y a pas que des profs. Et parfois, je vois des choses et je me permets toujours de mettre un petit message. Attention, pensez que juste le matériel va venir sauver votre classe, ça ne fonctionnera pas. Donc se dire, tiens, je vais mettre un peu des flashcards, je vais mettre un peu des drapeaux, je vais mettre un peu des ateliers vidéo. Si vous ne changez pas radicalement la façon de faire, la manière d'être, si on n'est pas dans le fait que l'élève il est engagé activement le maximum du temps dans le cours, et si vous n'êtes pas dans la bienveillance, dans la posture de la bienveillance et d'accepter de lâcher prise et de laisser l'élève faire, se tromper, recommencer, refaire, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça vraiment que j'insiste sur les formations des enseignants. On ne fait pas de la classe autonome comme ça parce qu'on a vu une vidéo et qu'on se dit tiens, je vais essayer. Moi, j'ai des gens qui l'ont fait parce quand ils ont vu la vidéo, ça leur a parlé, ils ont compris vraiment parfaitement la classe autonome et ils l'ont fait, ça a très bien fonctionné. Ça peut très bien fonctionner. Mais il y a des personnes, vraiment, que j'ai eu d'ailleurs après en formation, parfois 2 ou 3 ans après, et en faisant la formation, ils m'ont dit ah, mais c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Ah, mais c'est pour ça que j'étais fatiguée. Parce qu'ils n'ont pas toutes les clés, ils n'ont pas tout le... Donc la formation des enseignants, c'est super important. C'est vraiment la clé. C'est capital. C'est capital. C'est essentiel. C'est capital. On ne peut pas juste prendre une boîte comme ça, l'acheter, la mettre dans son établissement et dire c'est bon, on a trouvé la solution, c'est la baguette magique. C'est pas la baguette magique mais déjà. Non, ce serait se cacher déjà, derrière... c'est pas la baguette magique parce que donc l'éducation n'est pas une science exacte et qu'il y a plein d'autres méthodes qui sont efficaces. Moi, je fais pas de la classe autonome 100% du temps. J'utilise aussi d'autres pédagogies. La classe autonome mélange plusieurs pédagogies elle-même intrinsèquement. Donc c'est pas un dogme, mais c'est pas la voie à suivre, c'est une idée et c'est une méthode qui est efficace. Ça, je le sais parce que je l'utilise depuis 5 ans tous les jours dans mes classes, donc je sais que c'est efficace. Mais si un prof me dit, moi je veux utiliser telle autre méthode, ma première question c'est, est-ce que c'est efficace? Il me dit oui, je dis tu gardes. Ben oui. Et c'est une question que je pose tout le temps et c'est un truc que je dis tout le temps en formation. Quand les gens me disent, oui mais moi je fais comme ça, est-ce que c'est efficace? T'es content, t'es satisfait, les élèves progressent, il y a des bonnes notes, tu vois qu'ils apprennent? Oui, ne change rien. Ben oui. S'ils me disent, ok, là on change. C'est pas tellement efficace. J'ai pas l'impression que ce soit efficace. Ok, là on change. Mais c'est le premier critère. C'est est-ce que c'est efficace ce qu'on fait sur nos élèves. L'efficacité, tu la jauges aussi au plaisir que l'élève a en s'engager ou en tout cas l'engagement de l'élève concrètement dans la manière dont il prend part ou pour toi un critère d'efficacité. C'est quoi tes critères d'efficacité? Mon critère d'efficacité, c'est la réussite des élèves. Mais alors concrètement, c'est les notes. C'est les notes et c'est les compétences. C'est-à-dire qu'un élève qui ne savait pas rédiger, qui repart au bout d'1 an, qui sait me faire une dissertation, c'est efficace. Ouais. Un élève qui a compris un exercice, pour moi, c'est efficace. Un élève qui a acquis les connaissances et les compétences qu'on lui demande dans le référentiel de l'éducation nationale,
c'est efficace. Le plaisir qu'il a à apprendre, le sourire qu'il a quand il vient, c'est du plus. Pour moi, c'est vraiment du plus. Et aujourd'hui, on sait qu'un cerveau heureux apprend mieux. Ben oui. Donc, il faut arrêter ce mythe de apprendre, c'est douloureux. Apprendre, il faut que ce soit dur. Apprendre, il faut que ce soit... C'est vraiment... Et pourtant... On parle bien d'effort. On parle d'effort et de persévérance. On parle d'effort et de persévérance. Moi, il y a des élèves qui sont arrivés, quand je leur ai dit on va apprendre à faire la dissertation, ils me regardent, c'est genre no way. Je leur dis tu vas voir, on va y arriver. Et parfois ils tombent, parfois ils ont au bac blanc, ils ont 7, ils me disent non, je vais jamais y arriver. Et tout. Et on se relève et on y va. C'est ça aussi. Mais il faut arrêter de leur dire que ça va être douloureux, que ça va être difficile, qu'il faut rester assis à 2 heures à gratter quelqu'un qui dicte un cours. Ça, non, on le sait et c'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences. Il y a plein d'études qui montrent ça. Oui. Et au quotidien, moi, je l'avais touché du doigt. Et j'en ai la preuve aujourd'hui que des élèves heureux, en sécurité, avec qui on est bienveillant, ils réussissent mieux. Et ça, je refuse toutes les contradictions sur ça. La preuve en est, c'est que heureusement, c'est pas moi qui vais te contredire. Au contraire. Mais vraiment, aujourd'hui, on peut avoir ces discours de personnes qui sont encore dans une éducation très difficile et qui vont dire oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, puis très verticale, très descendante. Non, on le sait aujourd'hui, un cerveau qui est stressé, il va utiliser toute son énergie pour combattre le stress. Donc, il n'est pas dispo pour apprendre réellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être parfois un peu, avoir une parole un peu en disant et là, il va falloir y aller. Moi, je suis très exigeante. J'apprends à faire des dissertations à tous mes élèves. Quand ils me disent non, mais moi, je vais prendre le commentaire au bac de français. Je dis, en fait, tu prendras ce que tu veux, mais je vais t'apprendre à faire les deux. Et l'année dernière, j'ai un élève en terminale STMG, en première STMG, que moi j'ai depuis qu'il est en quatrième. En quatrième, il ne savait pas rédiger 3 lignes. C'était compliqué à écrire. L'année dernière, bac de français, il prend la dissertation. Il me sort un 19 en dissertation au bac de français. Voilà. Donc les gens là, c'est fou. Bah oui. Mais non, mais les gens qui me disent voilà, c'est mignon ta méthode, on joue avec des petits drapeaux, on fait des petits t'as ce genre de retour. Mais bien sûr, des gens qui me disent mais votre méthode elle marche qu'avec les CAP parce que c'est des petits niveaux, c'est des trucs de CP, on fait des petits coloriages. Non, moi je lui ai appris à faire une dissertation avec cette méthode-là. Là, je suis en train même de l'approfondir encore plus en soutien scolaire, en mettant vraiment des exercices de manipulation, etc. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Et j'ai formé des profs dans des écoles supérieures. Là, je vais aller à l'université de Namur bientôt. J'ai formé dans les écoles de commerce. J'ai formé de tout, de primaire à l'université. Oui. Ça s'adapte en fait. C'est juste de dire il faut que l'élève il soit engagé activement. C'est la base. C'est ce que j'explique dans une des vidéos d'ailleurs qui est sur YouTube, c'est que le prof il change de posture aux différents moments de la classe autonome. Comme c'est un cours qui est en 3 temps, dans les 3 temps, on n'a pas la même posture. Il y a vraiment un moment où on est dans cette posture de cours. Moi, j'ai gardé le cours magistral parce que je trouve qu'il est intéressant quand il est pertinent. Quand il est pertinent, quand il est bien utilisé. Et je le dis en formation, il y a des choses qui ne passeront jamais en atelier. Jamais. Il y a une nécessité que ce soit le professeur qui l'explique, qui oriente, qui démontre. Quand on fait un exposé devant toute la classe, on est dans du groupe classe, il n'y a pas de problème avec ça. C'est l'idée d'aller chercher ce qui est efficace. Oui, de mélanger. Voilà, oui. Moi c'est ce que j'ai pris tous les trucs. J'ai dit ok, ça j'aime bien faire, ça je vois que c'est efficace, ça aussi, tac, ok. J'ai vu chez Montessori qu'il y avait ça, j'ai vu chez Freinet qu'il y avait ça, on secoue, allez, et hop, ça fait une classe autonome. Ouais. Tu as parlé beaucoup de bienveillance. Oui. Alors c'est un mot qui a été largement depuis des années utilisé pour moi aussi à tort et à travers et du coup parfois moqué. Ouais, il est très moqué. Très moqué parce que un peu connoté bisounours-land ou quelque chose qui est bien sur le papier mais qui en réalité n'existe pas. Pour moi, ça a beaucoup de sens. La bienveillance, elle a beaucoup de sens et elle a une définition et elle a une application au-delà de la définition. Comment toi, tu définirais la bienveillance et concrètement, quelle couleur ça prend dans tes cours? Alors, première chose, déjà, elle est critiquée par les personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui ne l'ont pas vécu. Et je pense que pour la comprendre, il faut l'avoir vécue. Donc moi, j'ai eu la chance de faire une formation cette année chez Tadam, qui est exceptionnelle. C'est une association. C'est la meilleure formation que j'ai faite de ma vie. Ça m'a transformée, ça m'a bouleversée, ça m'a inspirée. Je l'utilise. Là, j'ai commencé à le mettre en place dans mes cours, de mettre en place des outils que j'avais appris chez eux.
Et eux, ils nous ont dit, le premier pilier, c'est la bienveillance. Donc pendant 6 jours, on a fait 6 jours, donc 3 week-ends espacés, vous êtes bienveillants et on sera intransigeant sur la bienveillance. Je l'ai vécu pendant 6 jours et je peux dire à quel point c'est puissant. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est extrêmement compliqué. Moi, je l'ai mis en place avec les élèves avec qui on a fait le week-end de retraite, de révision. Pendant 4 jours, ils ont été dans la bienveillance. Et eux peuvent le dire. Effectivement, quand ils sont revenus au lycée le lundi, ils m'ont tous envoyé des messages en disant « Juline, le monde n'est pas bienveillant. Ah, oui. » Mais ils l'ont vécu, ils sont capables de dire à quel point ça a été puissant pour eux d'être dans un environnement bienveillant, d'écoute, de sécurité, de confiance. Donc c'est la première chose. Comment je le définis moi? Je le mets en place cette année dans mes classes. Donc dans toutes mes classes, c'est écrit « bienveillance » au-dessus du tableau. Et donc, mais moi je le définis de façon très simple, c'est être gentil. Mais je veux dire, c'est être gentil. Et ce que j'ai appris chez Tadam, c'est que la bienveillance, elle n'est pas qu'envers les autres. Elle est envers soi. Et donc, à chaque fois qu'un élève me dit « Non, mais ça, laisse tomber, je suis nulle », je lui dis « C'est pas très bienveillant envers toi-même, est-ce que tu peux reformuler ?» Et là, la personne me regarde, me dit « Qu'est-ce qu'elle me fait ?» Parce que personne ne leur a jamais dit ça. Je dis « Est-ce que tu peux reformuler ?»« Je suis pas très bon. » Non, toujours pas. Je peux progresser. Bien. Ah. Bien. Et je le fais aussi quand je forme les profs. Et ça leur fait bizarre. Et il n'y a pas longtemps, je suis allée former dans un lycée agricole. Et il y a une prof qui arrive et qui me dit moi, je suis pas très. Moi, j'ai pas du tout d'autorité, je suis pas très bonne avec ça. Je lui dis c'est pas très bienveillant, est-ce que tu peux reformuler? Elle a bugué. Elle me dit j'aime pas crier. Et je lui ai dit, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer dans ton corps et ton cerveau entre je suis nulle, j'ai pas d'autorité, et je ne veux pas crier, je n'aime pas crier. Elle a fondu en larmes. La prof a fondu en larmes devant moi, devant tous ses collègues. J'ai dit, c'est ok, pas de problème, les émotions c'est ok. Et ça, c'est un truc que je fais dans mes classes aussi. Les émotions, c'est ok. Et on est allé toucher un truc, quoi. De dire, mais non, en fait, c'est pas un défaut que tu as. C'est que tu décides de ne pas crier. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour que tu n'aies pas besoin de crier? Finalement, c'est vraiment du mode coaching, en fait, ce que tu proposes. Enfin, vraiment. Ouais, non, mais vraiment, c'est prendre conscience de ta vision sur toi et puis à l'instant T jusqu'à présent et comment tu peux transformer ça pour que ce soit bénéfique, en fait, pour toi, au lieu de rester dedans. Mais en fait, à force de dire au cerveau, je suis nul, le cerveau, il le croit, en fait. Il imprime complètement. Et le corps aussi. Et donc, de donner conscience à l'élève ou n'importe qui, reformule, s'il te plaît, et regarde ce que ça fait dans ton corps, regarde comment tu te sens dans ton corps, dans ton cerveau. Je dis, t'es mieux? Bah ouais, c'est mieux de dire, là, je ne connais pas grand-chose, j'ai une marge de progression. Plutôt que de dire, je suis nulle. Et ça s'intègre très très vite, parce que moi, les élèves, ici à l'agence, je leur explique ça une fois, et après... Ils se prennent la main dans le sac après... Non, mais après, ils savent. Et donc, c'est eux qui disent, il y a un élève qui dit un truc, ils se retournent, ils font... Bienveillance. Et en cours, pareil. Hier, j'ai eu mes premiers élèves de CAP boulanger. J'ai expliqué la bienveillance. J'aurais fait reformuler plusieurs fois. Le midi, on est allé vendre des badges pour l'association des élèves avec un des élèves. Il y a un gamin qui a dit un truc. Il y en a un tout de suite qui a dit « c'est pas très bienveillant ». Donc tout de suite, même pas 2 heures après, c'était OK. On a compris, c'est être gentil. Et c'est être gentil envers les autres. Et envers soi-même. Et envers soi. Et il y en a certains pour qui c'est compliqué. J'ai des élèves qui sont très dans l'insulte, la moquerie, les petites phrases comme ça. Non, mais c'est pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler en fait. Donc remettre le truc et dire, avec la bienveillance, je vais être intransigeante, je vais te le dire à chaque fois. C'est important. Mais oui, voilà, la bienveillance... Ça vient d'où ça chez toi? Je n'ai aucune idée d'où ça vient. De mon éducation, peut-être. Ouais. Mon éducation. Mes parents ont été toujours sur ce côté, il faut être gentil, on ne tape pas son frère. Moi, je sais que mes parents, c'était jamais, vous ne vous disputez, vous pouvez vous disputer, mais on ne tape pas son frère, on ne se bat pas avec son frère, ses frères et sœurs, etc. On a été dans ce truc-là, mais je pense que mes parents, ils ont cette posture-là aussi. Ils incarnent aussi. Ma maman, elle est comme ça, c'est une vraie pédagogue. Ma mère aurait pu inventer la classe autonome, vraiment. Elle était enseignante, ta mère? Non, elle est formatrice. Elle est manager et elle m'a inspiré tous ces trucs-là parce que c'est elle qui m'a toujours dit si les gens baillent en face de toi, t'as perdu. Si les gens s'endorment en face de toi, t'as perdu. Elle était vraiment, comme elle était formatrice, elle avait plein d'outils et de clés pour que quand elle fait une formation, ce soit impliquant pour les gens. Et elle a toujours été sur ça, donc elle m'a transmis ça, je pense.
Ma grand-mère m'a transmis le côté matériel, manipulation, création. Et mon père, c'est quelqu'un qui a été traumatisé par l'école. Donc je pense toujours à lui quand je crée quelque chose. Ah, c'est intéressant ça, ce que tu dis. J'ai vu mon père se réveiller la nuit, faire des cauchemars. De dire non, m'envoyez pas au tableau. À 45 ans. Je me dis, mais à quel point on a traumatisé quelqu'un, quoi. Et pourtant, mon papa est quelqu'un qui a très bien réussi dans la vie, qui est quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment confiance en lui. Mais je me souviens de ça, il faisait des cauchemars de son prof de maths, adulte, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et il me disait, moi, j'ai pas aimé l'école. Mon papa, il a fait une filière, justement, d'alternance. Il a fait une formation pour être menuisier. Il a quitté la voie classique assez rapidement. Alors que c'est quelqu'un d'une intelligence. Mais il y en a plein, en fait, des personnes d'une comme ça. D'une intelligence. Mais mon père, je pense, moi, je dis souvent, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Et lui, il pense que non, parce qu'il n'a pas... il dit toujours qu'il a moins de culture générale, etc. C'est un peu une faille pour lui. Et en fait, non, pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui a une volonté d'apprendre. Là, il a fait une reconversion professionnelle. Il a appris énormément de choses en quelques mois. Et je pense toujours à lui quand je crée des trucs. Je me dis, est-ce que ça aurait fait plaisir? Est-ce que lui, il aurait aimé apprendre comme ça? Oui, donc c'est bon. Et il m'a toujours dit, quand j'ai commencé à enseigner en CAP, moi je ne connaissais pas du tout le monde de l'alternance et tout, et c'est lui qui m'a donné des conseils, qui m'a dit, attention, les jeunes que tu vas aller avoir, je les connais, c'était moi. Donc, faut que tu fasses attention à ta méthode, à tout, faut que tu ailles les chercher, faut pas que tu restes dans un truc très, très scolaire, quoi. Donc je pense que ça me vient de là. Après, la gentillesse, je pense que je reprends une phrase que nous a dite la formatrice Tadam, il faut rendre à César ce qui est à César. Quand on lui a parlé de la bienveillance et du truc bisounours, elle nous a dit, écoutez, moi je préfère vivre dans le monde des bisounours que dans le monde de Goldorak. C'est un choix. Mais elle a raison, en fait. Mais en fait, tellement raison. Et puis, en fait, on parle de bienveillance parce que, en fait, personne n'a envie de se voir malveillant, en vrai, au fond, tu vois. Oui. Et après, il y a concrètement... Comment on applique la bienveillance, qui est un mot si tellement galvaudé qu'on a l'impression que des fois être gentil suffit. Et des fois, derrière le mot gentil, et je te rejoins sur le fait que en fait, c'est juste être gentil, mais derrière la connotation, il n'y a pas de cadre, complaisance ou autoritarisme excessif. Tu vois, pas dans le cas de la bienveillance, mais... Et donc, il y a tout ça aussi derrière. C'est concrètement, la bienveillance n'est absolument pas contraire à l'exigence, au cadre. Et même bien au contraire, c'est à associer. Mais moi, c'est hyper cadré. Il y a plein de gens, quand ils voient les vidéos de la classe autonome, comme ça, ils ont vu 1 minute 30, ils pensent que c'est un truc qui part dans tous les sens. Et pas du tout. C'est hyper cadré. Et c'est parce que c'est hyper cadré que ça fonctionne et qu'on peut laisser une marge de liberté à l'intérieur. Et c'est hyper cadré. Moi, le premier cours que je fais avec mes élèves, je ne fais pas du tout d'histoire géo, je leur explique le cadre. On dit, ça va être comme ça, les règles de la classe, c'est comme ça, on va faire ça, tel jour on fait ça. En plus, moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc c'est hyper carré. Et quand je leur dis on va faire de la bienveillance, de l'écoute et de la co-responsabilité, je leur demande un par un de me dire oui, je suis d'accord. Ils s'engagent. Et ça, pareil, ils me regardent, ils me font elle déconne. Je dis non, je déconne pas, vas-y, tu me dis oui, je suis d'accord. Ça veut dire que tu t'es engagé devant tous tes camarades de classe à respecter ces 3 règles-là. Et moi, je le fais aussi. À la fin, ils ont fini le tour, je dis moi, oui, je suis d'accord, je m'engage avec vous. Ça me rappelle, je faisais ça sous forme de contrat avec mes élèves. C'est des contrats. Où en fait, on co-créait le cadre et chacun signait en fait, et ça nous permettait de ressortir ça. Et c'est des contrats qu'on passe, et après, il faut être intransigeant. Comment on garde ça? C'est hier, j'en ai eu 2-3, il y a des phrases qui sont passées qui n'étaient pas bienveillantes. Je le redis, je m'arrête à chaque fois. Je dis non, là, c'est pas bienveillant. Là, machin. Des gens, après, des personnes qui se présentent, il y en a un qui rigole. Non, on rigole pas, c'est pas bienveillant. Non, mais madame, c'est pas drôle. Tu ne rigoles pas sur la proposition de quelqu'un. Et vraiment, il ne faut jamais lâcher ça. Et puis c'est ton cadre à toi que tu crées en fait. Parce que quand tu arrives dans ta... Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais mon métier en tout cas. Et c'est ce que j'entends de ce que tu fais. C'est que l'espace de la classe que tu proposes, c'est toi qui le crée. Tu es garante de ce cadre. Donc c'est toi, c'est tes règles en fait. C'est bienvenue à la maison. Ici, voilà comment ça va se passer. Ici, c'est comme ça. Et c'est pas grave si avant t'as pas appris ça et que tu viens d'une famille ou d'un univers ou d'une éducation qui est pas du tout celle-ci, mais chez moi voilà comment ça se passe. Et ça, cette expérience-là, pour l'élève, et moi je leur ai dit, une fois qu'ils avaient tous prêté serment, mais une fois qu'ils avaient tous dit ouais je suis d'accord, je leur ai dit vous allez voir, ça va changer l'ambiance de classe. Et je leur dis, moi je l'ai vécu. J'ai dit tout ce que je vais vous faire vivre, moi je l'ai fait. Je me suis allée le faire en formation, j'ai été à votre place, on m'a demandé oui, es-tu d'accord? J'ai dit oui, je suis d'accord. Je l'ai vécu, je vous jure que c'est puissant.
Et on voit tout de suite... Alors, il y a ceux qui font les malins, qui font un peu les caïds de la classe. Eux, ils Au se disent, début, ouais, ça me voilà. saoule. Eux, on voit, ils se disent, ouais, bullshit, quoi. Et on voit tous ceux qui ont subi le harcèlement, tous ceux qui sont anxieux, ça s'allume dans leurs yeux. Vraiment, ils se disent, ah, ok, je vais être bien ici, quoi. Je vais vraiment être bien. Donc, c'est super important. Et encore une fois, il faut le vivre. Il faut vivre une expérience où vous êtes vraiment dans la bienveillance pendant plusieurs jours pour comprendre ce que c'est. Parce que même mon mari, moi, parfois, il me dit « Oh, bienveillance et tout ». Quand je dis que je fais de la merde, je fais de la merde. Je dis « Mais non !» Et il a du mal, et je pense parce qu'il ne l'a pas vécu. Et c'est tellement puissant, la bienveillance. Un exemple, ça me fait toujours rire. C'est quand on était en week-end de révision, donc il y avait 12 jeunes, et on installe la bienveillance. Et au bout de 2 jours, il y a donc c'est eux qui cuisinaient, ils mettaient la table, ils débarrassaient la table. Et donc, il y a une des filles qui nettoie la table, et elle dit « Oh là, elle est chiante à débarrasser cette table. » Et d'un seul coup, elle me regarde, elle fait « Est-ce que je dois être bienveillante envers une table ?» et en fait, c'est extraordinaire et c'est vraiment ça. Jusqu'où ça va, quoi. En fait, c'était devenu vraiment un réflexe au bout de 2 jours. C'était devenu un réflexe, le mot chiant, c'est pas bienveillant. Une fois qu'on est sensible à ça, c'est horrible. Parce que moi, pas malveillance, mais la non-bienveillance, je l'entends partout. Oui. Donc quand je rentre en salle des profs et que j'entends « Oh, cet élève-là, il est chiant », c'est pas très bienveillant. Mais je veux pas non plus saouler les gens autour de moi en disant c'est pas très bienveillant toutes les 3 minutes, quoi. Mais c'est ça. Et dans les soirées avec des amis, avec la famille, il y a des moments, j'arrête de compter, quoi. Je me dis non, mais en fait, c'est pas bienveillant. Parce qu'on n'a pas été éduqués du tout à ça. Et j'ai même des enfants, moi, des élèves qui m'ont dit en fait, mes parents, ils sont pas bienveillants, quoi. Et c'est pas volontaire. Bien sûr, personne n'a envie d'être malveillant envers ses enfants. Mais c'est des petites phrases, c'est des petits trucs, c'est pas bienveillant, quoi. Et ça s'imprime. Et ça s'imprime. Un enfant, quand dans toute la journée qu'il est chiant, un enfant, quand dans toute la journée que de toute façon il est mou, un enfant, quand dans toute la journée. Mais ça, en fait, ça fiche dans le corps. De toute façon, toi, t'es pas bon en maths. C'est des petites phrases comme ça qui sont involontaires. Et moi-même, j'en dis encore, certainement, j'en dirai encore. Mais d'être sensibilisé à ça, non, c'est super important. En fait, j'ai l'impression que tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu proposes aujourd'hui, c'est le fruit de ta sensibilité, en fait. D'une grande sensibilité à l'apprentissage, à ce que c'est l'humain, en fait, et comment on peut soutenir, en fait, l'évolution d'un humain, d'un enfant, d'un ado. Alors, d'une sensibilité, oui, mais c'est le fruit d'une colère, en fait. Moi, j'accueille des enfants en soutien scolaire. Ils arrivent à 16h30, à 17h. Franchement, je pense que je pourrais faire un sas de décompression avant qu'ils montent ici. Oui. Ils sont... Et pourtant, les profs, je vous jure qu'on ne voit rien. Et moi-même, certainement, j'ai des élèves où je ne vois pas. Ils sont bien élevés. Ils écrivent, ils prennent notes, ils font tout, ils font les devoirs qu'on a demandé, etc. Mais ils ne vont pas bien. Et ils sont en colère contre le système, parfois contre un enseignant, etc. Donc j'ai des élèves vraiment qui sont dans une détresse même parfois. C'est des témoignages que je reçois de parents. Mais j'en reçois tous les jours des gens qui me disent « Est-ce que vous connaissez une école qui travaille comme vous en Saône-et-Loire? Est-ce que vous connaissez une école qui travaille comme vous à Marseille ?» Je dis « Bah non, je ne connais pas, je ne sais pas. » Des parents qui sont démunis et c'est une colère en fait, on sait qu'on envoie des gamins dans le mur, on sait qu'on envoie des gamins en plein dans l'échec scolaire, alors qu'il y a des personnes qui ont des clés, qui proposent des solutions, mais on ne nous en parle pas. Et c'est cette colère-là, en fait, qui est née quand j'ai découvert Céline Alvarez et Maria Montessori. Je me suis dit, mais en fait, Maria Montessori, ça a 100 ans. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant? Pourquoi on ne me l'a pas enseigné quand j'étais à l'université? Pourquoi on n'a pas parlé de cette nana-là? Céline Alvarez, elle a fait une conférence TED 2012 où elle dit, le haut rapport de l'éducation, je ne sais plus le nom exact, on sait qu'on envoie 40% des gamins dans le mur, 40% des gamins sortent du CM2 avec des graves lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité. Elle propose quelque chose, elle dit voilà, moi je pense que dès l'école maternelle on peut changer ça. Je propose ça, je fais une expérimentation. L'éducation nationale dit ok, on expérimente. Je passe cette vidéo en formation et les gens me disent mais ils sont en quelle classe? Je dis ils sont en maternelle, ils savent lire, ils savent compter, ils vous font une division, ils connaissent les notes de musique, ils connaissent la géographie et ils font ça avec le sourire. Et là, on se dit, mais attends, pourquoi on ne l'a pas développé, ce truc-là? Et je comprends qu'elle ait eu cette colère quand l'éducation nationale lui a dit finalement, au bout de 3 ans, bah non, on ne développe pas. Qu'elle soit partie, qu'elle se soit fait embaucher par la Belgique pour former des profs en Belgique. Fou, ça. C'est fou. Et ça, moi, ça me fout. Vraiment, ça me met en colère. C'est un truc, ça me met en colère. C'est de dire, en fait, il y a des profs qui ont des outils
et ils sont complètement invisibilisés. Et vraiment, moi, ça m'a mis en colère ce truc-là. C'est plein de professeurs, moi je vois aujourd'hui sur Instagram des gens mais qui font des trucs mais incroyables. Et en fait, ils sont invisibles. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu faire le Global Teacher Prize. C'est de me dire, ok, il faut aller porter la voix de ça. Il faut montrer quand on a quelque chose d'intéressant à dire, il faut y aller, quoi. Et pareil, j'ai reçu plein de critiques de gens, ouais, vous vous mettez en avant, c'est prétentieux. Laisse tomber, je m'en fiche, quoi. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que la méthode, elle se diffuse. Que si dans 100 ans, on ne connaît pas mon nom, mais que les gens utilisent cette méthode et qu'elle est efficace, j'ai gagné, en fait. Donc c'est ça l'idée, c'est d'aller aujourd'hui que les profs qui sont passionnés et qui font des choses efficaces, encore une fois, l'efficacité, c'est super important. C'est pas juste faire un truc nouveau parce que c'est bien de mettre du numérique, de la réalité virtuelle ou quoi que ce soit. Faut que le ministère, et les rectorats, les chefs d'établissement le voient et qu'on le diffuse plus largement. Parce que pour le coup, ce qu'a fait Céline Alvarez, c'est efficace. On le voit, c'est très concret, on très le voit, efficace. Les parents d'élèves l'ont dit, elle a plein de témoignages de parents d'élèves, elle a formé des gens en Belgique. Moi, je suis allée former en Belgique. Il y a une prof qui m'a dit, mais moi, ma fille, elle est à l'école publique à Namur. Sa prof a été formée par Céline Alvarez. Ce que tu me montres dans la vidéo, c'est vrai. Parce que parfois, on pourrait dire, ouais, c'est enjolivé, elle a montré que des trucs positifs. Et la prof m'a dit, non, non, ma fille, elle est comme ça. Elle te fait les divisions à 5 ans et demi. Enfin... Donc, mais ça questionne tellement en fait, le système tel qu'il existe que voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Ça le questionne, mais pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis avec la classe autonome. Je dis, attendez, moi, je respecte les programmes, je respecte tout ce qu'on me demande en termes d'acquisition de connaissances et de compétences. Oui, tu restes dans le cadre qui est proposé. Je ne suis pas partie dans un truc complètement fou. On se dit, allez, on fait plus court, on va tous dans la forêt, ce qui est bien aussi. Mais... je ne suis pas partie dans un truc d'uluberlu complètement révolutionnaire. C'est exactement ce que ferait un prof lambda, tous les exercices qui sont proposés. Mais on a changé la posture, on a changé la façon de le faire. L'élève est libre de le faire quand il veut, enfin pas quand il veut, mais autant de fois qu'il veut, avec qui il veut, à son rythme. Et c'est juste ça qui a tout changé en fait. Et oui, en fait, c'est prendre en compte aussi comment, entre guillemets, on fonctionne. J'aime pas trop le mot, mais je l'utilise quand même. Sur aussi le temps de concentration, c'est quoi ? Sur l'intérêt de bouger le corps dans la classe. Bah oui. Et tout ça. Et mettons les enseignants, mais ça, tous les enseignants ont vécu. Une réunion interminable d'une demi-journée. Bien sûr. Les enseignants savent que dans le corps, c'est compliqué. Ouais, pourtant on continue à le faire. On continue à le faire. On continue à le faire. Et les vieux démons, ils reviennent très vite. Et moi, la première, et je le dis vraiment ça en formation, je leur dis, vous savez, des fois, je prépare des conférences, je prépare des nouveaux chapitres. Et parfois, je m'arrête au milieu, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Je dis, mais Juline, tu fais quoi ? Tu replonges. Je dis, mais Juline, tu passes ta journée à dire qu'il faut faire comme ça, qu'il ne faut surtout pas aller dans ces trucs. Des trucs que je dis aux profs toutes les semaines. Et ben moi, je replonge. Bim. Et donc, je leur dis, attention, les vieux démons, ça revient, les vieilles habitudes, ça revient très vite. Le côté vouloir absolument aller aider un élève, non. Moi, ça m'arrive plein de fois de voir un élève et de vouloir m'approcher comme ça. Tu te vois faire et tu te dis, non. Et là, tout de suite, je fais comme ça, je dis, n'y va pas. C'est tout un truc qu'il faut réapprendre, mais ça, c'est formation. Formation initiale des enseignants à l'éducation nationale. Ou continue, parce que... Ou continue, mais dans la formation, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est que la classe autonome, elle soit dans la formation initiale. Vraiment, c'est qu'avant que les profs ils commencent à rentrer dans une classe, ils aient connaissance de ce que c'est que la classe autonome. Et ils ont le droit de ne pas l'utiliser. Ils ont le droit d'utiliser d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres méthodes qui sont efficaces. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est d'arrêter d'invisibiliser Montessori, Freinet, classe inversée, classe autonome, etc. De dire aux gens, voilà ce qui existe, voilà des gens qui ont pensé la pédagogie. Autorisez-vous, quoi. Prenez un peu de là où vous voulez. Et même quand je forme des profs, je leur dis, vous n'êtes pas obligé de faire classe autonome. Vous pouvez faire classe Sylvie, classe Paul, faites ce que vous voulez. Prenez ce que vous, par rapport à votre façon d'enseigner, votre personnalité, les élèves que vous avez en face de vous, la matière que vous enseignez, l'établissement dans lequel vous êtes. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai pas de Wi-Fi dans ma classe. Ok, on va pas mettre de réalité virtuelle. Par contre, on peut mettre des flashcards, des mindmaps. Et inversement, des gens qui me disent, moi, je veux pas faire de photocopie, je veux pas qu'ils utilisent trop de papier. Eh ben ok, on va mettre ça. Ça s'adapte en fait. Et c'est toujours ce truc, c'est trouver des solutions. C'est arrêter de chercher des coupables et trouver des solutions. Et mon leitmotiv, moi, c'est ça. Et au-dessus de ma salle de classe, de mon tableau,
c'est écrit, et c'est peut-être écrit, non, pas dans l'escalier, mais c'est écrit les gagnants trouvent les moyens, les perdants les excuses. Et ça, à chaque fois qu'il y en a un qui râle, je dis non, non, non. Et c'est vraiment ça. C'est pas râler. Et ça, pour le coup, c'est mes parents. Hein. Mes parents qui m'ont toujours dit on ne râle pas. Qui t'ont transmis ça. On ne pouffe pas. Voilà, on trouve des solutions. On trouve autre chose. On va faire autrement. Et c'est vraiment ça, parce que j'ai pas des élèves plus faciles qu'ailleurs. J'ai pas une école très différente d'ailleurs. Moi, j'ai des élèves qui sont en CAP, qui n'aiment pas l'école, qui sont difficiles. Là, j'ai regardé mes élèves qui avaient des dyslexies, des troubles de l'apprentissage, dyspraxie, dyscalculie. Mais j'en ai 30% dans la classe. J'ai des élèves allophones, qui ne parlent pas très bien le français encore. Dans ma classe, j'ai ma classe de boulanger, j'en ai 10 sur les 30 élèves qui ne comprennent pas ce que je dis concrètement, quoi. Et dans la même classe, je peux aussi avoir Marc, qui est banquier, qui était banquier, qui d'un seul coup veut être boulanger. Il est dans la même classe que les autres, quoi. Donc la classe autonome, elle est née de ça, de cette frustration et de ce défi de me dire, ok, comment je fais cours à tout le monde en même temps ? En fait, je peux pas. Comment je fais pour qu'ils soient tous autonomes ? Je sais le faire à 5 en soutien scolaire, je ne sais pas le faire à 30. C'est quoi la clé ? Et là, j'ai cherché sur Internet et je tombe sur Céline Alvarez, je tombe sur Montessori, je tombe sur Freinet, sur De Crowley, sur Madame de Genlis, voilà, des pédagogues qui ont 100, 200, 300 ans, quoi. Et je me dis, ok, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas transmis ça de base, quoi. C'est ça. Et quand je vais former les profs, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que les gens me disent, merci, on parle enfin de pédagogie. J'ai une prof, là, il y a 2 semaines, qui m'a dit, je suis là depuis 19 ans, j'enseigne depuis 19 ans, c'est la 3e fois que je parle de pédagogie. C'est pas normal. Mais quand je dis ça, parfois les gens me disent, oh, mais non, c'est pas vrai, vous êtes folle, quoi. Mais non, moi, j'ai interviewé pour le bouquin des jeunes qui passaient le CAPES. Ils m'ont très clairement dit, on ne parle pas de pédagogie. Non, on ne nous parle pas de pédagogie. Ah oui, de discipline, d'appliquer la laïcité, de ça. Ça y va. Mais la pédagogie, la psychologie de l'adolescent, comment fonctionne un cerveau, les neurosciences et sciences cognitives, ils m'ont dit non. Et d'ailleurs, ces jeunes-là, qui étaient des passionnés, qui auraient fait des profs incroyables, ils ne sont même pas allés jusqu'au bout du CAPES. Ils ont abandonné avant, ils ont dit, la formation, elle est ridicule. Ridicule. Et là, pareil, un enseignant qui était dans le monde privé, dans le secteur privé, qui a décidé de devenir enseignant, il a 45 ans. Il m'a dit, je suis allée à l'école des profs, du coup, pour devenir prof. Il m'a dit, j'ai été extrêmement déçue. Et là, il fait 2 jours de formation de classe autonome, il me dit, c'est génial. C'est génial. Et c'est un truc qui revient très souvent. Les gens me disent, mais merci, enfin, on parle de pédagogie. Oui. Et on parle de pédagogie, pas avec des mots nébuleux. On parle de pédagogie concrètement. Je suis capable de mettre le nom de chaque élève qui m'a inspiré chaque matériel. Quand on me demande, oui, mais si jamais ils font ça, je leur dis, je sais, ça m'est arrivé il y a 3 semaines, donc je t'explique comment j'ai fait. Ouais, mais si, ils font ça. Oui, mais j'ai peur que ça. Non, regarde, moi, je le fais dans mes classes. Et aujourd'hui, moi, je plaide aussi pour ça, c'est d'avoir des formateurs qui viennent du terrain, en fait. Parce que des gens qui sont formateurs et qui ont quitté l'éducation depuis 25 ans, ok, je comprends qu'on ait envie de quitter, qu'on fasse autre chose, etc. Je comprends totalement ça. Mais à partir du moment où on se coupe du terrain, ça pose, je pense, on se pose, il y a des questions qui sont complexes, quoi. Donc, moi aujourd'hui, j'ai décidé de former et d'être dans mes classes. Je suis à mi-temps dans mes classes et je vais former le reste du temps. Je suis aussi en soutien scolaire parce que ça m'apporte un œil autre de voir un élève qui arrive tout seul le soir, qui ouvre son carnet, qui dit j'ai ça à faire. Moi-même, je ne comprends même pas ce qu'il faut faire, alors pourtant c'est mon métier. On va regarder sur Scol Info ou n'importe quelle autre plateforme et on ne comprend pas ce qu'il y a à faire. Et on se dit, waouh, c'est quoi le truc et encore une fois, je ne lance pas du tout la pierre aux profs. Enfin, c'est compliqué, moi je sais. Moi aussi, je suis dans une classe de 30 élèves. Donc j'ai ce triple regard. Et ça m'inspire. Les deux se nourrissent, en fait. C'est-à-dire, quand je suis en classe, je me dis, attention, Julie, quand tu donnes des devoirs à faire, pense que l'élève, il est tout seul chez lui. Et que donc, il faut comprendre ce que tu fais. Et inversement, quand je suis en soutien scolaire, j'essaye des méthodes pour faire comprendre des choses aux élèves. Et après, je me dis, mais ça marcherait dans ma classe de 30. Donc, ça nourrit les deux. Et aujourd'hui, c'est dommage que l'éducation nationale, parfois, ne donne pas cette liberté aux enseignants de faire autre chose. De leur demander d'être complètement que pour le service public, ça peut avoir comme ça des conséquences un petit peu négatives parce qu'il y a des profs qui auraient envie de faire de la formation, mais pas à 100%, qui ont envie d'être sur le terrain et en formation. Et là, moi, aujourd'hui, j'essaye de trouver une équipe pour former avec moi, parce que je ne peux pas former tous les profs de France et de Belgique, ça ne sera pas possible, je vais m'épuiser. Donc, je cherche des gens pour former à la classe autonome. Et mon critère numéro 1, c'est je ne veux que des gens de terrain. Qui sont sur le terrain. Qui font la classe autonome tous les jours.
tous les jours. Donc, je ne veux que des gens qui le vivent vraiment, qui sont capables, comme moi, de dire ça, je l'ai vécu avec Paul, ça, je l'ai vécu avec Jonathan, ça, je l'ai vécu avec Moussa, ça, je l'ai vécu avec Rania. Je sais comment a réagi tel élève, tel élève, tel élève. C'est super important. Et donc, je pense que l'éducation nationale, il y a un changement à faire dans la formation des enseignants et dans cette idée qu'ils doivent être complètement focus sur leur fonction de service public. Oui, mais ils peuvent former pour le rectorat, ils peuvent former pour... c'est pas forcément partir à son compte, hein, mais il faut les laisser faire ça. Et la prof avec qui j'ai écrit le manuel scolaire, le pastoral CAP, c'est ça en fait, elle est en lycée professionnel et elle écrit et elle travaille pour le rectorat, elle fait des formations. C'est génial, c'est génial. Elle explique, alors elle fait de la classe entremêlée. C'est génial, c'est 5 profs qui se sont mis ensemble, des profs de pratique et de matière générale, ils font de la classe entremêlée, c'est extraordinaire. Voilà, il faut que ces gens-là ils soient visibles, il faut que les ministres ou les gens qui travaillent avec le ministre viennent voir ce qu'ils font. C'est juste incroyable. Une chose à transmettre aux enseignants aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de respecter comment fonctionne le cerveau. C'est-à-dire que moi, ma classe autonome, elle est fondée entièrement sur les 4 piliers de Stanislas Dehaene. Être attentif, être engagé activement, avoir un retour immédiat d'information consolidé. C'est tout, c'est que ça. Et quand vous créez des choses, demandez-vous si ça passe dans les 4 piliers de Stanislas Dehaene. C'est un neuroscientifique français, il est professeur au Collège de France, encore une fois, c'est pas un huluberlu, c'est des travaux sérieux. Et moi maintenant, je ne fonctionne que comme ça. Dès que je crée quelque chose, est-ce que l'élève est engagé activement ? Est-ce que je suis pas revenue dans mon démon de « allez, je parle ». C'est ça. Vraiment, essayez ça. Moi, je dis aux profs, testez-le et vous allez voir ce que ça change. Vous allez voir, vous allez être bluffés. Et moi, je suis bluffée. Même au bout de 5 ans, je vois mes élèves travailler en classe autonome. Chaque année, à la rentrée des classes, je me dis est-ce que ça va fonctionner encore sur cette génération ? C'est génial. Et c'est ce que les profs me disent. Tous les profs qui le testent me disent ouais, c'est positif. J'ai personne qui m'a dit ça ne fonctionne pas. Ouais. J'ai des gens qui m'ont dit je ne veux pas le faire parce que ça ne me correspond pas. C'est ok, il y a plein d'autres choses. Là, c'est encore autre chose. Ouais, c'est ok. Des profs qui m'ont dit je ne veux pas le faire parce que c'est trop de travail en amont. Je peux pas. C'est pas le moment pour moi de faire ça. C'est ok, c'est audible, il n'y a aucun problème. Moi, les gens qui me disent ça, je suis totalement réceptive à ça. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui vont trouver des excuses pour ne pas le faire. Ouais. Alors que ce sont des excuses non valables. De me dire, ça coûte trop cher, faux. Ça ne marche pas dans des grosses classes, faux. Ça ne marche pas sur des publics compliqués, faux. Ça ne marche pas sur des publics plus élevés parce que c'est que pour du CAP, faux. On ne peut pas apprendre des trucs comme la dissertation, les commentaires, les études de doc, faux. Donc, ne trouvez pas d'excuses. Dites-moi juste, moi, je ne veux pas le faire, ça ne me convient pas. Ok. Mais ne venez pas dire que ce n'est pas efficace parce que ce n'est pas vrai. Ouais. Donc, vraiment, un truc à transmettre aux profs, c'est mettez les 4 piliers de Stanislas Dehaene dans votre enseignement. Et vous allez voir, c'est magique. Oui, parce que d'un seul coup, quand on respecte la façon dont le cerveau fonctionne, c'est bizarre, ça fonctionne mieux. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Et alors, si tu avais dans le même, même question, mais pour les élèves, une chose à transmettre là aux jeunes. Moi, pour les jeunes qui ont des difficultés, c'est vraiment aller chercher les bons outils. C'est-à-dire que ne pensez pas que votre cerveau ne peut pas apprendre. C'est pas vrai. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde a les capacités cérébrales d'apprendre. Et à moins d'avoir vraiment une maladie ou un problème vraiment neurologique, etc. Et même avec ça, on peut trouver les bons outils. Oui. Moi, j'avais un élève qui avait eu un accident de la route, qui avait eu donc le cerveau qui avait été touché. Donc, il avait plus que, je crois, 80% ou 20%, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était 80 ou 20, de son cerveau qui fonctionnait correctement. On a trouvé par les mind maps, par le visuel, par l'audio, comment faire pour qu'il apprenne. Donc, tout le monde peut apprendre. Il faut juste les bons outils. Donc, un cerveau, pour apprendre, pour mémoriser, il faut le tester. Surligner et relire, ce n'est pas assez efficace. Allez chercher les bons outils, les flashcards, les cartes mentales, les palais de la mémoire, travailler avec l'imagination, se faire répéter, se tester sur des choses, les planches effaçables. Moi, je donne ça à tous mes élèves en soutien scolaire. Tu veux apprendre un schéma d'un volcan ? Ok, on prend le schéma vierge, met une planche effaçable dessus, enfin une feuille transparente quoi. Vas-y, fais ton schéma, sans rien. Allez, encore une fois. Et c'est ça, en fait, j'ai pas les réponses sous les yeux, donc il faut forcer le cerveau à réfléchir. Ça, c'est la clé pour les élèves. Utilisez vraiment les bons outils. Et ça, je les ai mis sur la chaîne YouTube. Ils ont les 6 méthodes pour tout apprendre. Voilà. Merci beaucoup, Juline. Je t'en prie, merci à toi.